Voilà, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. C'est un très grand plaisir pour moi de vous retrouver ce matin pour ce qui est déjà la moitié du cours, puisque nous sommes à la 3e leçon de ce cours Droit international des régions. Alors le thème de ce matin est un thème qui me tient particulièrement à cœur, comme tous les thèmes finalement de ce cours, mais celui-ci en particulier, et vous comprendrez pourquoi plus tard. Donc le titre de la leçon de ce matin est « L'universalité régionalisée, le cas particulier du droit international des droits de l'homme ». Alors pour mémoire, à l'image de son titre « Le droit international des régions », le cours est à double entrée, ou en tout cas à double partie. Il est structuré articulé autour de 2 thèmes, et donc structuré en 2 parties. Et la leçon de ce matin est la deuxième et dernière des 2 leçons de la première partie, qui est consacrée au droit international régional. La semaine dernière, j'ai expliqué comment faire en sorte que les procédures d'adoption du droit international universel prennent en compte les pratiques régionales du droit international dans toute leur diversité et soient justifiées dès lors à prétendre à une autorité universelle. Ce matin, dans cette 3e leçon, j'aimerais zoomer un petit peu et traiter d'un régime spécifique du droit international, le droit international des droits de l'homme. Comme vous allez le découvrir très vite, les rapports entre droit universel et droit régional, ils sont en effet différents, mais très intéressants. Alors, quelques mots d'introduction, tout d'abord, pour me permettre de vous expliquer la différence, ou en tout cas l'intérêt particulier, de me concentrer pour 1h30 sur le droit international des droits de l'homme. Alors que l'argument de la dernière leçon était général, puisqu'il avait vocation à s'appliquer aux sources de tous les régimes de droit international, celui de la leçon de ce matin est spécifique à un régime particulier du droit international, le droit international des droits de l'homme. Mais le thème de cette leçon est aussi particulier parce qu'il se situe en aval de l'universalité du droit international, qui est en apparence acquise pour le droit international des droits de l'homme. Alors que la dernière leçon se situait en amont de l'adoption du droit international universel, dans la fabrique de l'universalité de ce droit. Le droit international des droits de l'homme est en effet, à mon avis, l'exemple le plus clair d'un droit international universel, au sens, et je vous rappelle la définition que j'en ai donnée, d'un droit qui est adopté par tous les peuples et qui prétend à s'appliquer à tous les peuples. Et ce pour 2 raisons. Premièrement, il s'agit d'un droit universel dans sa prétention à une autorité universelle. Les droits de l'homme ont été déclarés par la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, par 48 sur 58 États membres des Nations unies à l'époque. Ils ont été depuis couchés dans différents traités multilatéraux, dont certains sont aussi universels qu'on puisse rêver de l'être, comme la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989, qui compte 196 États parties, alors que les Nations unies n'en comptent que 193. Les autres traités des droits de l'homme ne sont d'ailleurs pas en reste du point de vue de leur taux de ratification, avec 174 États parties pour le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et 173 États parties pour le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 aussi. Mais le droit international des droits de l'homme est aussi universel dans une 2e dimension, plus universaliste cette fois-ci. Cette 2e dimension est sa prétention à une justification universelle de son autorité. Les traités de droits de l'homme sont en effet les seuls traités à se présenter expressément comme garantissant des droits non seulement égaux, mais universels de la personne humaine. Ils se prévalent ouvertement d'un lien aux droits moraux universels de l'homme, droits et valeurs en lesquels les États parties ont proclamé à nouveau leur foi, comme vous pouvez le lire ici dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme,
mais aussi en son article 1er, qui fait référence, vous le voyez, à des droits et des valeurs clairement morales. Alors ce lien entre universalité de l'autorité du droit international des droits de l'homme, qui était mon premier point, et cet universalisme affiché de sa justification morale, qui est mon deuxième point, sera ensuite répété d'un traité de droits de l'homme à l'autre. On va retrouver cette même importance de cette référence et de cette proclamation de foi dans ces valeurs morales universelles dans d'autres traités. Et cette combinaison entre universalité de l'autorité prétendue, universalisme de la justification morale, est totalement unique au traité de droits de l'homme, si unique que les sources du droit international des droits de l'homme et les modalités de sa légitimation sont souvent considérées par mes collègues comme étant distinctes de celles des autres régimes. Et pourtant, tant l'universalité, c'est-à-dire son autorité de jure universelle, que l'universalisme, c'est-à-dire la justification morale universelle de cette autorité, du droit international des droits de l'homme, sont constamment remises aux causes. Vous y avez d'ailleurs peut-être déjà pensé, rien qu'en m'écoutant, en vous disant quelle perte de temps, si c'est ce qu'elle va nous dire, alors autant partir. Alors, cette universalité en tant qu'autorité de jure prétendue, et cet universalisme en tant que justification morale universelle de son autorité, sont constamment remises en cause, à juste titre, au vu d'une part de leurs origines historiques dans le droit des États européens et occidentaux, et l'absence des autres États en 1948, ce qui indique aucune universalité historique, mais aussi d'autre part en raison de leur correspondance à des catégories morales occidentales, voire chrétiennes, comme celle de la personne humaine, une et indivisible, ce qui semble indiquer qu'il n'y aurait pas d'universalité morale, après tout. Alors au sujet de cette deuxième question, qui est très difficile, celle de l'universalité morale des droits de l'homme et des rapports entre droits de l'homme légaux et droits moraux universels, j'ai déjà clarifié lors de la première leçon les différences entre universalisme moral du droit international et universalisme moral tout court. J'ai notamment expliqué comment la légitimité ou la justification morale universelle du droit international en tant que droit ne doit pas être confondue avec sa justice, et donc avec la justification morale de son contenu, même si ces deux choses sont liées. Et cela est vrai aussi du droit international des droits de l'homme. Il n'est pas possible de tirer de l'universalité des droits moraux fondamentaux dans une morale en particulier, la nôtre, ou dans une perspective culturelle de cette morale en particulier, la nôtre, la justification morale universelle de l'autorité universelle du droit international des droits de l'homme correspondant. Le projet d'un droit commun universel des droits de l'homme, qui est le projet du droit international des droits de l'homme depuis 1945, et à juste titre, et ça c'est quelque chose que vous retrouvez dans ce passage très important du préambule de la déclaration, vers lequel je reviendrai souvent. Ce projet d'un droit commun, qui est le projet du droit international des droits de l'homme depuis 1945, ne revient donc pas à découvrir une vérité morale et universelle commune préexistante. Les droits de l'homme légaux ne peuvent être justifiés et considérés aussi comme des droits universels moraux que si les raisons qu'ils identifient sont suffisamment plurales pour s'aligner avec la pluralité morale des raisons applicables à tous les peuples du monde d'une part, et s'ils sont adoptés par des procédures qui respectent l'égalité de tous les titulaires de ces droits dans leurs institutions démocratiques respectives d'autre part. Alors, notez que cette relation, sans confusion aucune, entre droits de l'homme moraux et légaux, que je viens de vous rappeler, n'a rien à voir avec l'opposition stérile, d'ailleurs, entre juste naturalisme et juste positivisme. D'ailleurs, la référence que l'on retrouve parfois à la notion de suprapositivité des droits de l'homme dans la littérature n'est pas très utile. Surtout, elle n'a aucune prise sur la tension entre universalité juridique et universalisme moral des droits de l'homme. Elle ne permet en tout cas pas, au nom des rapports certes plus intenses que dans d'autres régimes entre droits de l'homme internationaux légaux et droits moraux universels, de conclure à la nécessaire justification morale universelle des premiers. En fait, les choses sont bien plus intéressantes que cela.
Si le propre de la garantie d'un droit de l'homme par le droit est de rendre ce droit essentiellement contestable, puisqu'il constitue la garantie d'un débat constant sur le contenu de ce droit de l'homme, et j'en ai fait l'argument ailleurs, eh bien on peut dire la même chose pour son universalité. L'universalité d'un droit de l'homme doit en effet constamment être débattue et justifiée une fois qu'un tel droit est reconnu par le droit international et que la spécification de son contenu, c'est-à-dire des obligations qui correspondent à ce droit, est en jeu. D'ailleurs, j'aimerais avancer l'argument ici que ce qui est parfois présenté comme une remise en cause des droits de l'homme, fondée sur une critique pluraliste de la morale et donc des droits de l'homme, est en fait précisément ce qui est recherché par la garantie universelle en droit international. On peut même dire que c'est un principe directeur de ce régime de droit international. Constamment devoir remettre son autorité universelle en cause et devoir la justifier face aux défis du pluralisme moral et culturel, précisément pour trouver un chemin entre l'universalisme affiché et le relativisme moral de la critique. En fait, ce n'est qu'au prix d'une telle justification que des obligations universelles spécifiques peuvent ensuite être justifiées et fondées sur ces droits dans chaque cas et partout dans le monde. En somme, malgré ces garanties universelles, le droit international des droits de l'homme n'a jamais prétendu à davantage en termes de justification universelle qu'il ne le pouvait. Il est au contraire construit de manière à entretenir le débat sur cette justification et à la fournir quand c'est possible, mais toujours progressivement, d'abord latéralement par le côté, puis ensuite du bas vers le haut. Et c'est précisément ici qu'intervient, à mon avis, le droit international régional des droits de l'homme, ou plutôt les différents droits internationaux régionaux de ces droits. Et ce pour deux raisons. D'une part, c'est au sein des régimes régionaux que les droits de l'homme universels sont garantis depuis les années 1940 déjà, juste avant la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 pour la Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme, qui a été adoptée en 1948, et juste après la Déclaration universelle des droits de l'homme pour la Convention européenne des droits de l'homme, qui a été adoptée en 1950. Et ce, après que la guerre froide avait interrompu le mouvement de garantie universelle des droits de l'homme et gelé l'adoption de futurs traités universels jusqu'au milieu des années 60. Les systèmes régionaux des droits de l'homme se sont alors mis en place, reprenant grosso modo les mêmes garanties de droits que celles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En Europe, d'abord, en 1950, avec la Convention européenne des droits de l'homme au sein du Conseil de l'Europe, puis, au fil de la consolidation ou de la reconsolidation des organisations régionales d'une région à l'autre après 1945, je vous avais montré déjà ce tableau lors de la première leçon, où vous voyez les grands moments de la régionalisation des ordres régionaux. Eh bien, après l'Europe en 1950, les droits de l'homme sont consacrés en Amérique latine en 1969 avec la Convention interaméricaine des droits de l'homme au sein de l'Organisation des États américains, en Afrique en 1981 avec la Charte africaine des droits de l'homme au sein de l'Union africaine, et enfin dans le monde arabe en 1994 avec la Charte arabe des droits de l'homme au sein de la Ligue des États arabes. Non seulement avec des traités régionaux de droits de l'homme à chaque fois, mais aussi avec des cours régionales de droits de l'homme qui sont mises en place pour chacun de ces traités. Alors la région asiatique, me direz-vous, eh bien, elle s'est instituée, vous vous en souvenez en voyant ce tableau, la région asiatique s'est instituée en organisation internationale régionale beaucoup plus tardivement, et dès les années 90. Et cette région n'est pas encore dotée d'un traité de droits de l'homme, mais il existe une déclaration, la Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN, qui a été adoptée en 2012, précisément dans cette organisation régionale qui s'appelle l'ASEAN. Alors, outre ces traités régionaux de droits de l'homme qui sont adoptés très vite, dès les années 40 et 50,
C'est depuis ces systèmes régionaux, notamment par leurs cours et leurs institutions régionales des droits de l'homme, que, deuxièmement, un droit commun universel des droits de l'homme s'est graduellement consolidé, d'abord dans le droit intra-régional à ces régions, puis ensuite par le droit interrégional comparé des droits de l'homme de ces différentes régions. Ça a été le cas d'abord latéralement entre cours et institutions régionales, comme la Cour européenne des droits de l'homme pour la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour la Convention interaméricaine des droits de l'homme, la Cour africaine des droits de l'homme pour la Charte africaine des droits de l'homme, ou la Cour arabe des droits de l'homme pour la Charte arabe des droits de l'homme, et la Commission des droits de l'homme de l'ASEAN pour la Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN. Puis, du bas vers le haut, lorsque ce droit commun interrégional des droits de l'homme est prêt à être universalisé depuis les régions et à se consolider peu à peu en un droit international universel des droits de l'homme. Alors cela a pris différentes formes et cela prend encore différentes formes. Cela peut prendre la forme des interprétations universelles qui sont adoptées par les organes des traités de droits de l'homme, sur constatation suite à une plainte individuelle, sur recommandation suite à un rapport périodique ou dans des observations générales. Mais cela peut aussi prendre la forme de nouveaux traités universels, de nouveaux protocoles, de nouvelles déclarations universelles de droits de l'homme, comme cela a été le cas sur le droit de l'homme à un environnement sain ou sur les droits des peuples autochtones, de nouveaux droits universels précisément issus du droit interrégional commun des droits de l'homme. Mais alors, me direz-vous, ce n'est finalement pas très différent de ce que j'ai défendu dans la deuxième leçon pour l'adoption du droit international universel en général. Après tout, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, l'interprétation du droit international universel une fois adoptée requiert en effet une réinterprétation et une reconstruction constante du droit commun et de la coutume par la comparaison intra- et interrégionale. Et c'est cette comparaison intra- et interrégionale en amont puis ensuite en aval, qui va permettre de concerter les diverses civilisations du droit international. C'est vrai. Adoption et interprétation du droit international universel font partie, je l'ai dit, d'une même dynamique. Et ce processus circulaire de renforcement implique de repasser régulièrement par le droit international régional et la comparaison intra- et interrégionale. Et cela vaut en droit international des droits de l'homme aussi. Mais la différence en droit international des droits de l'homme, qui justifie d'y consacrer un cours entier aujourd'hui, c'est que ce processus qu'on peut désigner d'universalité régionalisée n'a pas besoin de l'argument de ma dernière leçon pour être reconnu à l'avenir au sein des sources du droit international des droits de l'homme. C'est déjà le cas. Et ces sources sont déjà principalement coutumières et comparatives. Surtout, ce processus de concertation intra- et interrégionale des droits de l'homme a été institué d'emblée sous cette forme, avec une universalité primaire mais abstraite de la garantie des droits de l'homme d'une part, et une régionalité subséquente mais concrète du contenu de ces droits, qui permet ensuite d'universaliser le contenu latéralement, puis vers le haut, d'autre part. D'ailleurs, le fait que cette universalité régionalisée propre au droit international des droits de l'homme soit organisée d'emblée de cette manière permet de rejeter, et je n'y reviendrai pas, l'approche dite de la fragmentation interne à ce régime lorsqu'il s'agit d'aborder les rapports entre droit universel et droits régionaux de l'homme. La régionalité du droit international des droits de l'homme, tant dans ses garanties que ses institutions multiples, est voulue. Il ne s'agit pas d'une prolifération incontrôlée. De plus, ces différents régimes régionaux de protection des droits de l'homme, comme les régions d'ailleurs, qui sont, je vous l'ai dit, toujours au pluriel et qui n'existent donc que dans leur reconnaissance mutuelle, ne se pensent pas séparément et indépendamment les uns des autres. Ils ne s'en pensent pas non plus indépendamment du régime universel des droits de l'homme. L'organisation de leurs rapports ne se réduit donc pas à des règles de conflit entre régimes généraux et régimes dits
spéciaux. Les choses sont bien plus intéressantes que cela. Alors il n'en demeure pas moins, et ce sera l'objet de cette leçon, que d'y remédier par des propositions interprétatives, que les spécificités de cette universalité régionalisée des droits de l'homme en droit international soulèvent encore des difficultés qui lui sont propres. Il s'agit notamment, et je les mentionne ici pêle-mêle, mais toutes auront une réponse à la fin de la leçon, il s'agit notamment de la question de l'autorité du droit comparé des droits de l'homme en tant que méthode, que ce soit entre cours régionales ou entre elles et les organes des traités universels, de la question de la hiérarchie ou non du droit commun interrégional lorsqu'il s'est consolidé latéralement sur les interprétations intra-régionales ou universelles des mêmes droits, et l'existence ou non d'un principe de subsidiarité en faveur du droit interrégional et interrégional en droit de l'homme, ou encore de la question du risque de nivellement vers le bas du contenu du droit commun universel des droits de l'homme au fil des jurisprudences régionales et de l'existence ou non d'un effet cliquet autour du noyau intangible interrégional de chaque droit de l'homme. Mon argument pour l'universalité régionalisée du droit international des droits de l'homme, par la consolidation d'abord littérale, puis montante d'un droit commun interrégional universalisable, se dépliera en 3 temps qui seront autant de parties de cette leçon. Dans une première partie, comme vous pouvez le voir à l'écran, je présenterai l'organisation de la contestabilité essentielle de l'universalité des droits de l'homme par l'universalité régionalisée de ce droit. Une deuxième partie traitera des rapports entre systèmes régionaux de droit internationaux des droits de l'homme et de la consolidation latérale d'un droit commun interrégional. Enfin, dans une troisième partie, je traiterai des rapports entre systèmes universels et régionaux de droit internationaux des droits de l'homme et de l'universalisation montante, avant que descendante, de ce droit commun interrégional. Alors, 3 délimitations s'imposent. Premièrement, vous le savez peut-être, le droit des droits de l'homme a une structure tripartite. Et il est donc composé de relations tridirectionnelles. Il est composé de droit national, de droit régional et de droit universel des droits de l'homme avec leurs institutions respectives. Je me concentrerai toutefois ici, pour des raisons de temps, sur les rapports entre droits internationaux régionaux des droits de l'homme et droits universels de ces droits, y compris en examinant les rapports entre droits internationaux régionaux eux-mêmes. Je laisserai donc la troisième question, ou plutôt la première dans le fond, vu sa centralité dans la structure à 3 étages des droits de l'homme, je laisserai cette troisième question, ou la première, celle des rapports entre droit national des droits de l'homme et droit international, qu'il soit régional ou universel d'ailleurs, de côté, et je vous renvoie à ce sujet sur mes publications sur le droit transnational des droits de l'homme. Deuxième délimitation, dans la mesure où certaines des questions dont j'aurais pu traiter ce matin seront traitées spécifiquement lors du séminaire de cet après-midi, je ne parlerai pas ici des cours qui sont issus d'organisations régionales d'intégration économique, comme l'Union européenne, la CEDEAO ou le Mercosur, ni de leur jurisprudence en matière de droits de l'homme, que ce soit par émulation de la Cour de justice de l'Union et de sa jurisprudence en matière de droits fondamentaux ou non. Je me concentrerai uniquement sur les cours régionales instituées par des traités de droits de l'homme et les organisations régionales y relatives et ayant pour seul mandat l'interprétation des droits de l'homme. Troisième délimitation, et dans le même ordre d'idées, je ne traiterai pas ici des relations entre droit et institutions universelles des droits de l'homme entre elles, qu'elles soient spécialisées, comme les différents organes des traités onusiens, ou générales, comme le Conseil des droits de l'homme ou la Cour internationale de justice. Ces relations posent des questions propres que le temps imparti ne me permet pas de traiter suffisamment bien. Enfin, dernier avertissement, comme les semaines précédentes, ma méthode sera interprétative. Je vous présenterai les différentes modalités d'interprétation du droit international des droits de l'homme qui sont actuellement en cours dans la pratique, et je vous proposerai une nouvelle interprétation de cette pratique interprétative qui soit à même de la justifier
à la lumière des principes du droit international universel, et notamment de l'égalité de la personne humaine et de l'égalité souveraine des peuples. Comme d'habitude dans ce cours, et c'est toujours la même chose, il ne s'agira donc ni uniquement de décrire la pratique sans pouvoir la critiquer, ni seulement d'en proposer une réforme idéale ou idéaliste qui soit déconnectée de ce que le droit existant permet. Alors je passe à mon premier point, l'universalité régionalisée des droits de l'homme, l'organisation de la contestabilité essentielle de leur universalité. Dans cette section, je vous présenterai premièrement cette universalité primaire, mais abstraite, qui existe sur la garantie des droits de l'homme, et son complément, la régionalité subséquente, mais concrète, qui existe sur le contenu de ces droits, c'est-à-dire les obligations qui sont fondées sur ce droit, qui permet peu à peu d'en universaliser le contenu, d'abord latéralement, entre régions, puis vers le haut, vers le droit universel. Dans la deuxième section, je traiterai rapidement, malheureusement, mais j'en traiterai quand même parce que c'est une question importante, du défi que pose l'absence, ou en tout cas le manque, des deux régions que sont l'Asie et le monde arabe, pour l'universalisation de ce droit commun des droits de l'homme, qui jusqu'ici a surtout été consolidé à trois, par les trois cours régionales qui existent et qui fonctionnent, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour interaméricaine et la Cour africaine. Alors je commence avec mon premier point, une universalité primaire mais abstraite sur la garantie, complétée par une régionalité subséquente mais concrète sur le contenu. Comme je viens de l'expliquer, la différence entre le droit international des droits de l'homme et d'autres régimes de droit international est que le processus d'universalité régionalisée des droits de l'homme a été institué d'emblée sous cette forme, avec une universalité primaire mais abstraite sur la garantie des droits uniquement, et une régionalité subséquente mais concrète sur leur contenu, qui permet progressivement d'en universaliser le contenu latéralement puis vers le haut. Il en va ainsi, je l'ai dit, des traités régionaux des droits de l'homme qui ont été adoptés dès les années 1950. D'ailleurs, ce processus n'est pas qu'un processus de traité, c'est aussi un processus institutionnalisé par le biais de la mise en place de tribunaux régionaux, de cours régionales et de différentes commissions régionales pour surveiller et mettre en œuvre et interpréter le contenu de ces traités de droits de l'homme. Surtout, ce processus institutionnalisé, donc ce processus de mise en place de cours et d'institutions régionales de droits de l'homme, à côté des traités régionaux de droits de l'homme, est le fait, et c'est souvent oublié, d'organisations régionales. Derrière la Cour européenne des droits de l'homme et la Convention européenne des droits de l'homme, il y a le Conseil de l'Europe. Derrière la Cour interaméricaine des droits de l'homme et la Convention interaméricaine des droits de l'homme, il y a l'Organisation des États américains. Derrière la Charte africaine des droits de l'homme et la Cour africaine des droits de l'homme, il y a l'Union africaine. Et derrière la Charte arabe des droits de l'homme et la Cour arabe des droits de l'homme, il y a la Ligue des États arabes. Et s'en rappeler est absolument essentiel à mon avis. C'est cette organisation régionale, à chaque fois, qui exige le respect de ces traités pour l'adhésion à l'organisation, voire en fait une condition de maintien de la qualité de ses membres ensuite. D'ailleurs, même les organisations régionales qui n'ont ni catalogue de droits de l'homme, ni tribunal spécialisé en la matière, en sont venues à traiter des droits de l'homme par le biais de leurs autres tribunaux et institutions, comme ceux de la communauté andine, de la CEDEAO ou du Mercosur, comme nous l'entendrons cet après-midi. Et c'est bien sûr aussi le cas de la Commission des droits de l'homme de l'ASEAN, même si c'est une commission, je l'ai dit, pour l'instant avant tout politique, où siègent des diplomates. En fait, j'aimerais vous demander de considérer que l'institutionnalisation, et notamment la judiciarisation du contrôle régional des droits de l'homme, est l'arbre qui cache la forêt institutionnelle et politique des ordres régionaux.
Ce n'est pas un hasard fonctionnel que le contrôle judiciaire international des droits de l'homme se soit développé sur le plan régional. Au contraire, c'est dans la région que ce contrôle judiciaire puise la légitimité politique dont il a besoin. D'ailleurs, ce n'est pas tant parce que le contrôle régional est judiciarisé qu'il est si important à la contextualisation du contenu des droits de l'homme, mais c'est bien parce qu'il est régional d'abord, peu importe la forme que prend ensuite cette institutionnalisation. D'ailleurs, c'est cette légitimité politique des régimes régionaux de droit international des droits de l'homme qui sous-tend les autres qualités de ces régimes, qui sont en général associées à la régionalisation des garanties et du contrôle des droits de l'homme dans la littérature. Et ça, c'est quelque chose qu'avait compris, malgré ses défauts, le rapport de la CDI sur la fragmentation du droit international, et vous avez ici l'extrait, à mon avis, qui confirme qu'ils avaient au moins compris cela. Les qualités fonctionnelles qui sont souvent citées pêle-mêle en faveur du contrôle régional et des institutions judiciaires régionales en matière de droits de l'homme, et que vous avez retrouvé ici, à mon avis, très bien dans ce très bon article de Gerald Neumann de 2008, sont en fait bien plus que des qualités fonctionnelles observées par un auteur et simplement décrites ici sous forme de catalogue. Ces qualités fonctionnelles doivent être justifiées, et c'est la région qui permet de les justifier. C'est parce que ces régimes et institutions régionales de protection des droits de l'homme reposent sur des institutions régionales politiquement légitimes, et notamment sur la solidarité culturelle et sociale qui sous-tend une région, comme je l'ai expliqué dans la première leçon, que ces régimes et institutions sont capables de faire les trois choses qui sont d'habitude associées à ces régimes. 1. Permettre la consolidation d'un consensus épais sur le contenu des droits de l'homme. 2. Susciter davantage de confiance de la part des États appelés à ratifier leur mandat. Et 3. Donner lieu à un meilleur respect des obligations et à une exécution effective des jugements en cas de responsabilité des États ensuite. C'est aussi, à contrario, je pense, cette institutionnalisation privilégiée du droit international régional des droits de l'homme dans la région qui explique que le régime universel des droits de l'homme demeure par comparaison sous-institué, ou du moins très différemment, car de manière non politique. Alors certes, me direz-vous, l'universalisation des droits de l'homme par l'adoption de traités universels a repris durant les années 60, après la première pause causée par la guerre froide, et elle se poursuit jusqu'à ce jour. Par ailleurs, les garanties conventionnelles des droits de l'homme sont aujourd'hui les mêmes entre les régimes universels et régionaux des droits de l'homme, ou en tout cas se recoupent largement parce qu'elles demeurent très abstraites. En fait, les garanties régionales de droits de l'homme invoquent toutes, sans exception, l'universalité de ces droits qu'elles garantissent et se réfèrent toutes, dans leur préambule, aux instruments universels de protection. C'est le cas de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est le cas de la Convention interaméricaine des droits de l'homme. C'est le cas de la Charte africaine des droits de l'homme. C'est le cas de la Charte arabe des droits de l'homme. Et c'est le cas, je ne l'ai pas mis, enfin ça vient ici, de la Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN. Donc oui, les instruments universels ont repris un deuxième souffle dès les années 60 et tous figurent en bonne place dans les instruments régionaux. Cependant, ce système institutionnel universel qui accompagne ces instruments universels qui sont nés à nouveau dès les années 60 est de loin pas comparable aux systèmes institutionnels régionaux. D'une part, en effet, les institutions qui sont mises en place aux Nations Unies pour la mise en œuvre des droits de l'homme ne sont pas judiciaires. Il n'y a pas de Cour mondiale des droits de l'homme et leurs recommandations, constatations ou observations ne sont donc pas obligatoires en ce sens-là.
Ces organes réunissent soit des diplomates pour le Conseil des droits de l'homme, soit des experts pour les organes correspondant à chaque traité unusien. D'autre part, et c'est lié, les procédures devant ces organes sont très différentes des procédures régionales. Ce sont principalement des procédures de contrôle ex ante, avant la violation, des procédures de contrôle continu par suivi permanent, des procédures de contrôle abstraites, hors contexte particulier, collectives pour tous les titulaires des droits de l'homme et générales sur tous les droits de l'homme. Alors que les procédures de contrôle régional sont en général ex post, elles arrivent après la violation, ponctuelles, elles concernent une situation particulière, concrète, dans un contexte concret, individuelle pour un titulaire de droits de l'homme en particulier, et spécifique à certains droits de l'homme en particulier, comme l'est une procédure judiciaire devant une cour régionale de droits de l'homme. Et cela va affecter par conséquent le contenu des interprétations qui sont données à ces droits. Enfin, même lorsque certaines des procédures devant les organes des traités onusiens incluent des communications ou des plaintes d'individus victimes de violations de leurs droits, ces procédures ne sont pas judiciaires, je l'ai dit, malgré leur prétention à une autorité quasi-judiciaire. Elles ne débouchent donc pas sur des interprétations obligatoires des traités universels en question. Vous le voyez donc, tout cela, la spécificité régionale de ces institutions et traités régionaux, et la sous-institution ou l'institutionnalisation très différente sur le plan universel, confirme la complémentarité entre le droit et les institutions universelles, les droits et les institutions régionales de protection des droits de l'homme, une complémentarité qui s'est renforcée au fil du temps plutôt qu'une relation de concurrence. Alors bien sûr, on ne peut pas nier complètement la concurrence. Il y a eu une période de tension entre les deux systèmes. En fait, cette période de tension correspond, si vous vous remémorez la première leçon, à la période d'opposition entre universalité et régionalité en général en droit international que je vous avais présenté dans mon panorama historique du développement des droits internationaux régionaux. Cette tension entre droit régional et universel des droits de l'homme et droit et institutions universelles et régionales des droits de l'homme correspond en effet exactement à la période où on a tenté de soumettre les droits et les institutions régionales en général aux droits et institutions universelles en général, c'est-à-dire à la période, grosso modo, entre 1945, la Charte des Nations Unies, et 1990, avant qu'au moment du tournant du millénaire, ou déjà à la fin de la guerre froide, la soumission soit inversée. Mais comme je vous l'ai expliqué il y a 15 jours aussi, il est clair aujourd'hui que toutes les tentatives de hiérarchisation et de soumission du régional à l'universel ou de l'universel au régional, en droit international, y compris en droit de l'homme, ont non seulement échoué, mais ont nui à l'universalité du droit international et de ses institutions, comme elles ont nui gravement à l'Organisation des Nations Unies. C'est d'autant plus vrai en droit international des droits de l'homme, et je pense que la leçon de la complémentarité, plutôt que de celle de la hiérarchie, est désormais comprise. En tout cas, j'en veux pour preuve la déclaration de Vienne de 1993, dans laquelle les Nations Unies réclament très clairement l'importance de cette complémentarité. Alors, complémentarité de fait, je viens de vous expliquer comment ça marche, mais complémentarité, pourquoi ? Qu'est-ce qui, dans les droits de l'homme, dans ces droits très particuliers, explique l'importance du droit et des institutions internationales régionales pour la protection de ces droits? Il y a, à mon avis, deux spécificités qui l'expliquent. Ces spécificités expliquent notamment pourquoi ce droit et ces institutions régionales ne sont pas seulement des droits et institutions de mise en œuvre du droit international universel aujourd'hui,
mais bien de définition de ce droit, et qu'ils font donc partie de ces sources au même titre que le droit national des droits de l'homme. Le droit international des droits de l'homme ne serait donc pas seulement, comme je l'ai écrit il y a de nombreuses années, un droit transnational. Il devrait être aussi, et ce sera mon argument aujourd'hui, un droit transrégional, dans ses sources et dans sa définition même. Ces deux spécificités sont d'une part le besoin de contextualisation du droit universel des droits de l'homme et d'autre part la dimension politique de cette contextualisation. Premièrement, le droit international universel des droits de l'homme, on le dit assez peu souvent et en général les étudiants ont un moment de réveil quand ils comprennent cela. Le droit international universel des droits de l'homme ne garantit que des droits. Il ne garantit pas d'obligations. Et ces droits garantis sont toujours abstraits et non pas vagues, comme on peut le lire parfois. Ils sont abstraits à dessein. La concrétisation de ces droits doit en effet ensuite passer par une spécification de leur contenu et dès lors par la spécification des obligations qui doivent correspondre à ces droits. Et cette spécification ne peut se faire qu'en contexte, reconnaissant en cela une nécessaire marge d'appréciation aux autorités locales. Ce n'est en effet que dans ce contexte local qu'il est possible de déterminer les menaces qui pèsent sur les intérêts protégés par ces droits et dès lors le contenu des mesures à prendre pour les protéger. Universalité des droits et contextualité des obligations correspondantes à ces droits vont donc de pair en droit international des droits de l'homme et ne peuvent jamais être en contradiction. Ce contexte de spécification du contenu des droits de l'homme est d'abord national, bien sûr, puisque les institutions qui doivent ces obligations sont les États. Mais ce contexte est aussi régional, étant donné la réinstitution des peuples au sein d'organisations régionales partout dans le monde depuis le tournant du millénaire. Et du fait, je l'ai dit tout à l'heure, de la dimension de solidarité sociale et culturelle dans ces régions. C'est d'ailleurs ce qui explique que ces instruments régionaux, après avoir rappelé l'universalité des droits de l'homme, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, fassent aussi explicitement référence à l'importance de ce contexte régional et même civilisationnel, confirmant par là mon argument de la semaine dernière pour l'interprétation des droits de l'homme. Alors vous le voyez très bien, je vais vous montrer ça maintenant, ici. Donc le préambule de la Convention européenne des droits de l'homme, comme le préambule des autres conventions, on pourrait répéter ça pour chaque préambule, se réfère, je l'ai dit, aux garanties universelles, mais vous le voyez aussi, se réfère au patrimoine commun européen, à quelque chose de proprement européen. Et vous allez trouver ça encore plus fort dans la charte africaine, avec la référence à la civilisation africaine. Dans la charte arabe, c'est pareil, vous allez avoir une référence universelle, et puis en même temps, un effort de souligner quelque chose d'important. Ici, ça passe par l'attachement à la terre, à l'histoire et aux intérêts communs. Et vous allez retrouver la même chose, et à mon avis, il ne faut pas le critiquer, c'est vraiment une force de ces instruments, d'être à la fois des instruments qui se réfèrent à l'universel, mais qui en même temps soulignent l'importance du contexte national et du contexte régional, en l'occurrence européen, africain, arabe, interaméricain. Deuxième raison pour l'importance de ces garanties et institutions régionales des droits de l'homme, et c'est lié, c'est que le droit international des droits de l'homme est central à la légitimation démocratique du droit depuis 1945. On l'oublie parfois, mais à ce titre, le droit international des droits de l'homme a un rôle politique central. Il est très difficile à séparer des institutions politiques, démocratiques, dont il garantit la légitimité. C'est d'elles, en effet, que le droit international des droits de l'homme tire la légitimité de les légitimer. Le premier droit de l'homme garanti est en effet celui d'être l'auteur de ses propres droits à égalité avec les autres. Et ce droit à l'autodétermination démocratique de nos propres droits
ne peut être respecté que dans une communauté politique qui nous traite également les uns aux autres, c'est-à-dire une communauté démocratiquement organisée. Et c'est ce qui explique que la spécification des droits de l'homme et de leurs obligations en contexte doivent aussi être une spécification démocratique, ou si elle est judiciaire, judiciaire au sein de la communauté démocratique dont ces tribunaux sont issus et de laquelle ils tirent leur autorité d'interprétation. À ce titre, bien sûr, le droit national de l'État, celui de toutes les communautés politiques des peuples du monde, est le premier droit de spécification démocratique des droits de l'homme par excellence. Cependant, le droit régional, à mesure que les peuples se réinstituent en organisations et en ordres régionaux, ce qui, je l'ai dit, est le cas partout dans le monde aujourd'hui, n'est pas en reste sur ce plan-là. En effet, ces organisations régionales, par opposition aux organisations universelles, sont politisées. Ce sont d'ailleurs les seules organisations internationales, comme vous le verrez la semaine prochaine, à avoir un peuple, à avoir des citoyens, à parler d'une souveraineté de ce peuple et de ses citoyens, et dès lors, sans surprise, à garantir des droits de l'homme pour leurs États, mais aussi pour elles-mêmes. C'est ce qui explique d'ailleurs les obligations que les droits de l'homme fondent directement à l'encontre de ces organisations régionales elles-mêmes, par opposition aux organisations internationales universelles. Alors, vous ayant désormais expliqué l'organisation de l'universalité régionalisée des droits de l'homme, j'aimerais brièvement traiter du défi, j'ai choisi un défi, il y en a d'autres, mais du défi d'un droit commun universalisable qui a été pour l'instant consolidé à 3 seulement. Et ce défi, c'est celui d'inclure l'Asie et le monde arabe. Alors, comme je l'ai expliqué en introduction, le droit commun interrégional des droits de l'homme a surtout été consolidé jusqu'ici entre les 3 cours régionales, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour interaméricaine et la Cour africaine. Les 2 autres régions du monde, l'Asie et le monde arabe, sont certes au bénéfice d'instruments de protection des droits de l'homme, je vous les ai montrés, mais ces instruments sont moins contraignants si le monde arabe dispose d'une charte obligatoire. L'Asie, par l'ASEAN, ne dispose que d'une déclaration. Et d'autre part, ces régimes sont non judiciarisés, car alors même que la Charte arabe des droits de l'homme établit une Cour arabe des droits de l'homme, cette Cour ne fonctionne pas bien, et la Commission des droits de l'homme de l'ASEAN est encore un organe purement diplomatique. Alors cela pose un défi majeur au projet de contestabilité essentielle de l'universalité des droits de l'homme et au projet d'universalité régionalisée de ces droits, qui ne couvrirait aujourd'hui, par les 3 cours régionales, que 124 peuples et États sur 193 aux Nations Unies, c'est-à-dire seulement 65% des peuples du monde. Le défi dès lors est d'éviter, ou en tout cas de faire mieux, que de consolider un droit commun interrégional qui ne serait que partiel, un droit commun aux 3 régions qui disposent d'une Cour régionale des droits de l'homme. Alors certes, ce droit commun trirégional demeure tout à fait intéressant au sein des 3 régions, mais il ne bénéficie pas de la même prétention à la consolidation d'un droit universel des droits de l'homme, alors même que cette universalité est toujours cachée dans la notion de droit commun. En somme, ce droit n'est pas encore universalisable. Et c'est pour cette raison qu'il est important d'encourager ces 2 régions à renforcer leur système régional de protection des droits de l'homme pour y consolider un consensus intra-régional, et puis ensuite, de manière à participer activement à la comparaison interrégionale avec les autres, de manière à terme à pouvoir influencer à part entière la consolidation du droit commun universel des droits de l'homme. Sinon, ce dernier, qui se fait d'ores et déjà passer pour commun et donc pour universel, continuera à n'être alimenté que par le droit interrégional de ces 3 régions. Alors pour ce faire, d'autres ressources comparatives sont à disposition des interprètes du droit commun des droits de l'homme, qui sont plus fastidieuses à utiliser que la somme de 3 jurisprudences régionales, mais qui sont opérables, à mon avis,
et opérable tant par les trois autres cours, qui n'ont pas à se reposer sur leur laurier et qui peuvent aussi se salir les mains et aller regarder dans la comparaison des pratiques nationales de ces deux autres régions, que par les organes universels qui, nous le verrons tout à l'heure, ignorent superbement pour l'heure la pratique intra-régionale des droits de l'homme de ces deux autres régions. Il s'agirait à l'avenir de comparer les pratiques nationales au sein de ces deux régions, par exemple les pratiques d'interprétation des droits du pacte international sur les droits civils et politiques, un traité qui est universel, qui a été ratifié par une bonne partie des États d'Asie et du monde arabe. Et c'est d'ailleurs une comparaison que le Comité des droits de l'homme, donc le Comité du pacte, qui est chargé de l'interprétation du pacte, dont la compétence a été reconnue par une bonne partie du groupe des États asiatiques et arabes, pourrait mener à bien officiellement. Mais pour cela, il faudrait que ce comité soit organisé de façon plus représentative de ces deux régions qu'il ne l'est maintenant. Et cela pourrait se faire grâce à une réforme des groupes régionaux onusiens qui soit davantage en phase, pour ce qui concerne la composition des comités, avec les 5 régions des traités de droits de l'homme, et notamment avec l'Asie et surtout le monde arabe et musulman. Alors cela m'amène à mon deuxième point, les rapports entre droits internationaux, régionaux de droits de l'homme. Dans cette deuxième section, j'aimerais traiter de l'organisation des rapports entre droits internationaux régionaux aux fins de consolidation latérale, par le côté, par le droit d'abord intra, puis interrégional comparé, d'un droit commun universel des droits de l'homme. Et pour que vous compreniez ma proposition, il faut que je vous rappelle quelques éléments que j'ai introduits la semaine dernière sur l'importance de la source coutumière en droit universel. Premièrement, le droit coutumier international est étroitement lié, je l'ai dit, aux autres sources, y compris aux traités universels. Ce qui rend la coutume centrale, soit à l'adoption de ce traité, qui est fondé sur l'identification d'un droit coutumier préexistant, soit à leur interprétation par la consolidation d'une pratique subséquente et donc d'un droit coutumier, confirme l'importance de la coutume. Et c'est particulièrement évident en droit international des droits de l'homme, au vu du caractère abstrait des droits qui sont garantis et de l'absence de contenu concret de ces droits au sein des garanties universelles de ces droits dans les traités internationaux. D'où l'importance de la pratique subséquente des institutions étatiques et régionales pour la spécification de ce contenu en contexte et dès lors de ce qu'on appelle l'interprétation évolutive du droit international, par référence à la coutume au sens de l'article 31.3b de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Deuxièmement, cette omniprésence du droit international coutumier au sein des sources du droit international universel est d'autant plus intéressante, je vous l'ai dit la semaine dernière, qu'elle est intimement liée à l'idée d'un droit commun qui serait issu d'une pratique commune. Surtout, historiquement, la coutume est associée à l'idée du droit comparé comme moyen épistémique d'identifier ce droit commun, puisque le droit comparé désigne à la fois la comparaison et le droit commun, identifié par la comparaison. Quand on sait quel rôle la comparaison et l'idée de droit commun jouent déjà en droit international des droits de l'homme, je vous l'ai dit, le lien à la source coutumière de ces droits est totalement éclairant, et c'est ce lien que je vais travailler ce matin. Enfin et troisièmement, le droit coutumier est l'une des sources du droit que l'on retrouve dans toutes les formes de pratiques normatives et donc probablement la source la plus transcivilisationnelle du droit qui soit. C'est aussi une source de droit, je l'ai dit, que le droit international et le droit national ont en partage, voire une source qui réunit le droit national et le droit international dans une même continuité coutumière, d'un ordre juridique à l'autre, lorsque les pratiques nationales convergent et deviennent internationales. En fait, c'est pour cette même raison que la coutume est aussi une source de droit international régional. Les pratiques régionales, lorsqu'elles sont communes à plusieurs régions, sont un élément constitutif du droit international coutumier universel, au même titre que la pratique ou la coutume nationale, comme j'en ai fait l'argument la semaine dernière. Les règles secondaires relatives à l'adoption de la coutume, y compris à la coutume de droits de l'homme, devraient donc être réformées,
et c'est ce que j'ai proposé la semaine dernière, mais cette fois je vous le propose aussi pour les droits de l'homme, pour inclure non seulement les pratiques nationales, mais aussi les pratiques régionales par une comparaison interrégionale, puis intra-régionale, puis interrégionale de ces pratiques, et ce sera mon argument ici. Mon argument se dépliera en 3 temps. Premièrement, je défendrai l'idée de l'autorité latérale du droit intra- et interrégional comparé des droits de l'homme. Deuxièmement, l'autorité du droit commun des droits de l'homme une fois consolidée. Et enfin, je répondrai à un autre défi, le défi des inégalités dans la comparaison interrégionale. Alors, je commence avec mon premier point, l'autorité latérale du droit interrégional comparé des droits de l'homme et ses limites. Comme je l'ai expliqué la semaine dernière, le droit comparé est au cœur de l'épistémologie juridique. Il est au cœur de ce qui fait la connaissance du droit, la connaissance de l'analyse juridique, et ne peut pas être séparé du raisonnement juridique. Et il en va de même en droit international des droits de l'homme, dont la pratique, d'ailleurs, est déjà éminemment comparative par rapport à d'autres régimes du droit international. Les spécialistes de droits de l'homme sont presque toujours des comparatistes. Il s'agit en effet, pour les cours et autres institutions régionales des droits de l'homme, tant de comparer les pratiques nationales intrarégionales que les autres pratiques régionales latérales des mêmes droits. D'ailleurs, le raisonnement comparatif est bien ancré dans la pratique des 3 cours régionales de droits de l'homme, Cour EDH, Cour interaméricaine des droits de l'homme et Cour africaine des droits de l'homme. Mais même si ce raisonnement comparatif est très bien ancré dans la pratique des 3 cours régionales de droits de l'homme, il diffère. Il diffère en intensité et en rigueur selon l'ancienneté de la cour. En bref, plus elle est ancienne, plus elle est sûre d'elle et moins elle compare en pratique. Et cette pratique diffère selon le mandat de la cour. En bref, plus la cour est récente, et plus elle a le mandat explicite de comparer. Alors laissez-moi vous expliquer cela. Premièrement, la pratique comparative est bien présente dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui pratique depuis longtemps la comparaison, afin de nourrir, je l'ai dit, une interprétation évolutive de la Convention des droits de l'homme au sens de l'article 31.3c de la Convention de Vienne sur le droit des traités. C'est bien entendu avant tout le cas de la comparaison intra-régionale dans le cadre de ce que la Cour européenne des droits de l'homme appelle le consensus européen ou l'approche commune en Europe qui lui permet de moduler la marge d'appréciation plus ou moins grande qu'elle accordera ensuite aux États. Cette comparaison est aussi parfois interrégionale lorsqu'elle prend en considération et compare la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme à celle d'autres cours et institutions régionales. Mais cette comparaison interrégionale se fait la plupart du temps de la propre initiative de la Cour européenne des droits de l'homme. Et cette Cour, malgré ce qu'elle nous dit dans certains arrêts, cette Cour n'est pas systématique dans cette comparaison interrégionale. Deuxième cour régionale, la Cour interaméricaine des droits de l'homme. La Cour interaméricaine des droits de l'homme, elle aussi, pratique la comparaison intra- et interrégionale de très longue date. Elle fonde son raisonnement aussi sur une interprétation de l'article 31.3c de la Convention de Vienne sur le droit des traités, mais surtout, et c'est là qu'elle diffère de la Cour européenne des droits de l'homme, elle fonde son raisonnement comparatif sur son propre mandat. En effet, elle a développé, depuis de nombreuses années, une interprétation extensive, presque contra legem, parce que impliquant une comparaison latérale et pas seulement une comparaison de haut en bas, et surtout pro-hominé de la clause de sauvegarde de son article 29b et de l'article 64 de la Convention en matière d'avis consultatif. Donc là, il y a une utilisation très claire d'un mandat pour la comparaison. Mais de nouveau, malgré cet attachement à un mandat particulier, la pratique comparative de la Cour interaméricaine des droits de l'homme reste, à mon avis, largement stratégique.
Enfin et troisièmement, la Cour africaine des droits de l'homme, la plus récente des trois, est la seule des trois cours à avoir un mandat clair en la matière et à l'interpréter de façon à se donner l'obligation d'avoir recours à la comparaison intra- puis interrégionale. Elle se fonde, pour cela, non pas sur l'article 31.3c de la Convention de Vienne sur le droit des traités, mais sur une interprétation extensive, elle a aussi presque contra legem, des articles 3 et 7 de son protocole, que vous avez ici à l'écran, et des articles 60 et 61 de la Charte africaine des droits de l'homme. La pratique comparative de la Cour africaine des droits de l'homme est la plus systématique et la plus complète des trois cours, forcément, le mandat est plus clair, mais elle est aussi plus récente et donc beaucoup moins fournie. Si la pratique de ces trois cours confirme et révèle l'importance de la comparaison intra- et interrégionale, la diversité des fondements légaux pour cette comparaison, et surtout le souci plus ou moins élevé pour l'autorité de la Cour en fonction de son ancienneté, explique la diversité des trois pratiques. Mais expliquer, c'est une chose. Accepter cette inégalité de la pratique, c'est une autre. En effet, ces inégalités dans la pratique de la comparaison intra- et interrégionale, à mon avis, sont délétères. Elles reproduisent, sans le vouloir peut-être, l'universalisme régional eurocentrique historique que j'ai dénoncé dans la première leçon. Avec la Cour européenne des droits de l'homme, la première des trois, qui s'adonne finalement assez peu à la comparaison, ou en tout cas le fait de manière vraiment sélective et stratégique, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, arrivée ensuite, mais créée sous, ou en tout cas active au début sous la coupe européenne, et donc soucieuse d'emblée de comparer sa jurisprudence à celle de la Cour européenne des droits de l'homme, et qui va s'émanciper, c'est vrai, peu à peu du modèle européen, et qui compare d'autres jurisprudences désormais. Et enfin, la Cour africaine des droits de l'homme, piégée par un mandat explicite de comparaison, est soumise dès lors à la jurisprudence des deux autres cours dans cet exercice de droit interrégional comparé. En fait, ces disparités dans la pratique comparative, même si elles s'expliquent, sont difficiles à justifier parce qu'elles nous renvoient à la critique décoloniale du droit comparé dont je vous ai parlé la semaine dernière et qui n'épargne pas le droit interrégional comparé des droits de l'homme. Elles nous renvoient aussi, et ça c'est très intéressant parce que ça nous fait remonter à l'histoire que je vous ai présentée dans la première leçon, elles nous renvoient, ces discrépances dans l'utilisation du droit comparé, à l'ambivalence historique au sein des droits internationaux régionaux du XIXe siècle, qui étaient écartelés, je vous le rappelle, entre une volonté de reconnaissance, être comme les autres, et une volonté d'émancipation, c'est-à-dire être différent et avoir le droit de l'être, comme c'était clairement le cas du droit international régional créole ou mestizo. Et c'est ce qui fait que certains de mes collègues parlent, peut-être un peu fortement, mais à juste titre à mon avis, d'un bulldozer de l'intégration par la comparaison des droits de l'homme au sein de la jurisprudence comparative de la Cour africaine des droits de l'homme, et dès lors de la nécessité d'un meilleur équilibre à trouver entre la comparaison intra- et interrégionale des droits de l'homme. Il est donc important, si vous acceptez mon argument jusqu'ici, de veiller à l'avenir à rendre le recours au droit comparé non seulement obligatoire pour les trois cours, mais surtout plus cohérent et rigoureux et donc plus égalitaire dans sa méthode. Sur l'autorité tout d'abord. Il faut comprendre que le droit comparé, et je l'ai déjà dit la semaine dernière, n'est pas un ordre juridique indépendant, il fait partie intégrante du droit international des droits de l'homme, ni une simple forme de dialogue à laquelle on peut avoir recours quand on se sent dans l'esprit de dialogue. C'est une méthode juridique à part entière qui s'impose dès lors aux raisonneurs. Dès lors, il ne faut pas essayer de fonder l'autorité du droit comparé des droits de l'homme comme on essaierait de fonder l'autorité d'un ordre juridique distinct. Son autorité est à fonder dans son positionnement au cœur du raisonnement juridique. Son autorité, en d'autres termes, est épistémique. Surtout, l'autorité du droit comparé interrégional des droits de l'homme n'est pas politique. Il ne peut pas y avoir d'opposition dès lors
entre l'exigence de participation démocratique et représentative des régions à l'adoption du droit international coutumier des droits de l'homme que j'ai défendu la semaine dernière, et celle de la comparaison des droits régionaux des droits de l'homme par ses représentants, y compris par leurs juges. L'autorité démocratique de la première va de pair avec l'autorité épistémique de la seconde. Pas de conflit. Sur le plan de la méthode maintenant, il ne s'agit pas ici de proposer ce que l'on entend souvent par droit comparé, c'est-à-dire une technique du XIXe siècle, moderne, avant tout européenne, d'import-export ponctuel, de solutions fonctionnelles d'un ordre juridique à un autre, voire même d'une entreprise d'harmonisation du droit. S'il existe un droit international commun aux pratiques nationales et régionales des droits de l'homme à l'issue de la comparaison, c'est bien plutôt en raison de leur similitude ou convergence au fil du temps dans le raisonnement, et non pas du fait de la copie, de l'influence ou encore de l'importation directe d'une solution fonctionnelle régionale dans une autre région. Vraiment, je me distancie complètement de ce type de droit comparé. En somme, le droit comparé des droits de l'homme n'implique pas de chercher la convergence à tout prix. Il peut amener au contraire à différencier les solutions, et l'identification d'un droit commun intra puis interrégional n'est pas un résultat nécessaire. Et cela m'amène à mon deuxième point, l'autorité latérale du droit interrégional commun des droits de l'homme et ses limites. Comme expliqué dans la deuxième leçon aussi, la comparaison non seulement des pratiques nationales mais aussi régionales du droit international peut tout à fait mener à la trop grande divergence des pratiques régionales. Après tout, on l'a vu, elles doivent être nourries par le respect de la culture nationale puis régionale. Mais elle peut aussi mener à leur convergence en un droit commun. Il ne s'agit donc pas alors de procéder de façon arithmétique à la consolidation en un droit commun du droit de la majorité des régions. Il ne faut pas se dire il y a 2 cours sur 3 qui disent ça, donc le droit commun, c'est les deux. C'est justement ce droit de la majorité. Il ne s'agit pas non plus de rechercher le plus petit dénominateur commun, de manière à consolider ce droit commun à tout prix. Qu'un droit commun existe ou non, le droit comparé ne fournit qu'une première information à verser ensuite au raisonnement juridique, en l'occurrence au raisonnement judiciaire, sur l'interprétation à donner du droit international régional des droits de l'homme en cause. La question pour nous, alors, devient celle de la place exacte à donner au droit commun interrégional dans cette interprétation judiciaire. Alors, de fait, l'invocation du droit commun interrégional, lorsqu'il est identifié par la comparaison, est bien ancrée dans la pratique des 3 cours régionales de droits de l'homme. Elles ne font pas que comparer, elles parlent aussi, lorsqu'elles trouvent du droit commun, de droit commun. Elles parlent de droit commun, de ius commune, de corpus iuris des droits de l'homme, ou même, pour la Cour interaméricaine des droits de l'homme, du droit de l'humanité. Comme en matière de recours au droit interrégional comparé, toutefois, la diversité des fondements légaux, que je vous ai montré tout à l'heure, et surtout le souci plus ou moins élevé pour son autorité par chaque cour en fonction de son ancienneté, expliquent à nouveau de graves inégalités entre les 3 pratiques. Et ces inégalités devraient être corrigées rapidement. Elles reproduisent, je l'ai dit, l'universalisme régional eurocentrique historique que j'ai dénoncé dans la première leçon. Avec une Cour européenne des droits de l'homme qui, oui, parfois reconnaît l'existence d'un droit commun interrégional, mais qui ne lui reconnaît jamais la même autorité que celle de son consensus européen ou intra-régional. La Cour interaméricaine des droits de l'homme, elle, a été la pionnière de l'invocation du droit commun avec son idée de droit de l'humanité, mais pourtant, elle aussi se donne la liberté de moduler cette autorité par sa jurisprudence. Enfin, la Cour africaine des droits de l'homme, potentiellement piégée par son mandat de recours au droit commun intra- et interrégional que j'ai déjà évoqué, n'a finalement que très peu marge de manœuvre. Il est important dès lors, ici aussi, de veiller à l'avenir à clarifier l'autorité du droit commun interrégional des droits de l'homme
et à mieux encadrer son invocation dans la jurisprudence régionale. Donc d'abord l'autorité du droit commun interrégional, puis ensuite son encadrement. L'autorité est en fait quelque chose qui n'est pas mystérieux du tout. Cette autorité du droit commun interrégional comparé du droit interrégional commun interrégional, c'est celle du droit coutumier qui doit se fonder, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, sur d'une part une pratique interrégionale commune et une opinio iuris interrégionale, et donc sur le droit commun interrégional. Cette autorité du droit commun interrégional comme droit coutumier des droits de l'homme explique d'ailleurs qu'il ne peut pas y avoir, malgré ce que l'on lit souvent, d'opposition entre l'exigence de participation démocratique et représentative des peuples des régions à l'adoption du droit international coutumier et celle de l'identification du droit commun interrégional par les représentants de ces peuples, c'est-à-dire en l'occurrence les juges. Les deux vont de pair au sein de la source coutumière du droit international universel des droits de l'homme. La légitimité interrégionale du droit interrégional commun des droits de l'homme en tant que droit coutumier est donc tant démocratique qu'épistémique. Et donc invoquer la démocratie pour argumenter contre le droit commun interrégional, pour moi, est totalement erroné. Quant à l'encadrement ensuite de l'invocation du droit commun interrégional, il pourrait se faire autour des principes de primarité, et pas de primauté, parce que la primauté implique vraiment une hiérarchie, mais de primarité et de subsidiarité. Et ce non pas de primarité du droit national des droits de l'homme, cette fois-ci, comme on la pratique entre organes régionaux et organes nationaux, mais du droit commun intrarégional, européen, interaméricain ou africain, et ensuite de subsidiarité matérielle d'une interprétation interrégionale nouvelle. Il ne s'agit pas d'une subsidiarité au sens où on l'entend en droit international pénal, avec un either-or dans l'incrimination et la condamnation, et le principe de ne bis in idem, par exemple. Il s'agit ici plutôt d'une complémentarité matérielle de l'un et de l'autre. Après tout, chaque cour et institution régionale est investie, je l'ai dit, d'une compétence d'interprétation régionale propre et est même encouragée à contextualiser son interprétation dans le droit commun intra-régional. La justification, une fois cette primarité donnée aux cours régionales sur le droit commun intra-régional, la justification de cette subsidiarité du droit commun interrégional est premièrement démocratique et relève de la légitimité politique des régions et de leurs institutions représentatives, et deuxièmement épistémique, en tant que les cours et institutions régionales comprennent mieux les circonstances intrarégionales du respect des droits. Lorsqu'une cour ou une institution régionale des droits de l'homme interprète ses droits, fondés sur sa primarité, elle doit toutefois aussi prendre en compte ce qu'on appelle dans le jargon des droits de l'homme la clause de sauvegarde ou la clause de faveur. On va retrouver ce type de clause de sauvegarde dans la plupart des instruments régionaux de droits de l'homme, à l'article 53 par exemple de la Convention européenne des droits de l'homme, à l'article 29 de la Convention interaméricaine, à l'article 43 de la Charte arabe et même dans la déclaration de l'ASEAN. Qu'est-ce qu'une clause de sauvegarde ou une clause de faveur ? Eh bien, une telle clause, reconnue, je vous l'ai dit, de manière très large interrégionalement, implique de ne pas proposer d'interprétation de ces droits qui soit moins favorable que celle du droit commun interrégional. Elle peut mieux protéger, mais elle ne peut pas moins protéger que le droit commun interrégional. Alors ce critère, bien sûr, est indéterminé, surtout en cas de conflit de droit. Mais il exige au moins, et ce n'est pas peu de choses, il exige au moins un effort de justification de la part de chaque cour ou chaque institution régionale qui serait tentée de donner la primarité au droit commun intrarégional sur le droit commun interrégional, de justifier cette primarité par rapport à la jurisprudence des autres. En fait, cette obligation de justification de l'interprétation retenue après comparaison et différenciation signale la reconnaissance du caractère commun
et donc partagée du projet universel des droits de l'homme. Et on revient sur cette citation ou cet extrait du préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme que je vous ai déjà montré tout à l'heure. L'importance de se souvenir à tout moment que le projet universel des droits de l'homme est un projet commun et partagé. Mais contrairement à ce que l'on lit souvent, affirmer la communalité du projet universel des droits de l'homme ne requiert pas d'obtenir un consensus à tout prix, et ce, en raison du pluralisme tant moral que culturel et du désaccord raisonnable qui caractérise les relations internationales. Tout ce que l'entreprise commune du droit universel des droits de l'homme exige est le respect mutuel nécessaire à la poursuite de cette entreprise commune par la comparaison. L'universalisme moral des droits de l'homme, si tant est qu'il soit retenu, n'y change rien, comme je l'ai expliqué dans mon introduction ce matin. Vérité et consensus ne font pas bon ménage. Le désaccord raisonnable entre interprètes régionaux doit donc être respecté tant que la différenciation par rapport au droit commun interrégional est justifiée par la Cour ou l'institution régionale en question et qu'elle respecte la clause de sauvegarde du droit commun interrégional que j'ai mentionnée tout à l'heure. Quant à l'objection fréquente du risque de nivellement vers le bas par la primarité du droit commun intrarégional, je pense qu'elle est très facile à écarter. En effet, la pratique du droit commun interrégional dont je vous ai parlé ce matin porte aussi, notamment dans la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, mais on va retrouver ça aussi dans celle de la Cour européenne des droits de l'homme, porte aussi sur des normes impératives de jus cogens interrégional qui permettent d'identifier des obligations qu'il n'est jamais possible de restreindre. Et ce passage de cet avis consultatif de la Cour interaméricaine est, à mon avis, tout à fait sublime. Vous voyez comment la Cour arrive, par ce droit commun interrégional, à un droit de l'humanité et à l'identification d'un noyau intangible, ou en tout cas d'un jus cogens interrégional de l'égalité. J'en viens à mon troisième point, parce qu'il y a toujours un défi. Le défi des inégalités de l'interrégionalité et une solution potentielle, l'introduction de sous-comités onusiens régionaux. Le défi des inégalités dans la comparaison interrégionale dont je viens de vous parler peut être relevé, comme je vous l'ai proposé, par un travail sur l'autorité du droit comparé, l'autorité du droit commun interrégional et son encadrement par les clauses de sauvegarde, l'obligation de justification et le jus cogens, mais il peut aussi être relevé sur un plan institutionnel. Parce que la difficulté de la comparaison interrégionale tient à l'absence d'institutions interrégionales communes ou tierces qui auraient une compétence obligatoire qui puisse déterminer le droit commun interrégional. Et donc la piste qui est explorée la plupart du temps dans les projets de réforme des organes des traités onusiens, dans la littérature de spécialistes, ou même dans les discussions qui entourent le projet d'une Cour mondiale des droits de l'homme, c'est la mise en place de structures institutionnelles intermédiaires entre le niveau régional et universel, comme par exemple des sous-comités régionaux des organes des traités onusiens, ou du moins de sessions régionales des comités, ou de rapporteurs régionaux au sein des comités. Et d'ailleurs, les trois cours régionales se rencontrent régulièrement. L'idée, quelle est-elle ? Eh bien, l'idée est de rapprocher la fabrique du droit international universel de celle des droits internationaux régionaux et de favoriser la prise en compte du droit commun interrégional au niveau universel, mais aussi en retour d'encourager le travail de droit intra- puis interrégional comparé au niveau des cours et institutions régionales pour qu'elles puissent se sentir valorisées, respectées dans cette recherche du droit commun. Alors ceci m'amène à mon troisième point, les rapports entre le droit international universel et les droits internationaux régionaux des droits de l'homme. Cette fois, il ne s'agit plus simplement de consolider latéralement un droit commun interrégional, mais d'universaliser vers le haut ce droit commun interrégional.
Pour traiter de cette question, je vous propose de nouveau de procéder en 3 temps. Vous verrez que certains des points sont repris de la section précédente, donc je ne m'y appesantirai pas trop, mais je vais chaque fois insister sur des choses nouvelles. Je vais procéder en 3 temps comme tout à l'heure. L'autorité montante d'abord du droit interrégional comparé et ses limites, l'autorité montante du droit interrégional commun des droits de l'homme et ses limites, et enfin un nouveau défi, celui du déni de la comparaison et du droit commun interrégional par le Comité des droits de l'homme. Alors, premier point, l'autorité montante du droit interrégional comparé des droits de l'homme et ses limites. Alors, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le droit interrégional comparé des droits de l'homme a une autorité épistémique au sein des cours et institutions régionales. Ça n'est pas parfait, je l'ai dit, c'est très inégalitaire, j'ai donné des raisons et une critique et j'ai proposé des moyens d'y remédier. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que cette pratique comparative des cours et institutions régionales inclut aussi, et peut-être même surtout, malheureusement, une comparaison avec les interprétations des traités universels des droits de l'homme par les organes universels de ces traités. C'est comme si ces cours étaient attirés par le haut plutôt que par le côté dans leur comparaison. Et en fait, cet attrait pour la comparaison avec le haut va dans la droite ligne de l'interprétation non seulement évolutive, mais aussi systémique, qui est prévue par l'article 31.3b de la Convention de Vienne sur les droits des traités. Et cette fois, aucun forçage interprétatif par les cours régionales de leur mandat n'a donc été nécessaire. Elles peuvent se reposer entièrement sur le mandat légal qu'elles ont, notamment la Cour interaméricaine et la Cour africaine. Cette prise en compte des interprétations universelles dans la comparaison des droits régionaux facilite évidemment beaucoup ensuite l'universalisation d'un droit commun interrégional. À l'inverse, toutefois, et c'est là que le bonheur, ou en tout cas l'harmonie d'apparence, s'effrite, la même chose devrait valoir dans la pratique des organes universels des droits de l'homme, qu'il s'agisse des organes des traités ou du Conseil des droits de l'homme. Et pourtant, ces organes ne pratiquent finalement que très peu le droit comparé, même interrégional. Dès lors, il est important de veiller à l'avenir à rendre le recours au droit interrégional comparé par les organes des traités onusiens non seulement obligatoire pour les raisons d'autorité épistémique que j'ai mentionnées tout à l'heure, mais surtout beaucoup plus cohérent et rigoureux dans la méthode, selon les modalités d'encadrement que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc, mutatis mutandis, vous pouvez appliquer l'argument donné il y a quelques minutes. En revanche, pour mon deuxième point, les choses sont un petit peu plus compliquées. Sur ce plan aussi, le droit interrégional commun des droits de l'homme, je l'ai dit tout à l'heure, se voit déjà reconnaître une certaine autorité épistémique, et à juste titre, au sein de la pratique des cours et institutions régionales. Mais je l'ai dit aussi, la pratique est très variable d'une cour à l'autre. De manière fort intéressante toutefois, l'autorité reconnue au droit commun des droits de l'homme par chaque cour régionale inclut à nouveau beaucoup plus facilement celle des interprétations des traités universels de droits de l'homme par les organes de ces traités que les interprétations des traités régionaux par les cours régionales de droits de l'homme sur un plan latéral. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à nouveau, une telle interprétation est dans la droite ligne de l'interprétation systémique au sens de l'article 31.3b de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Et la même chose vaut, a fortiori, pour les cours régionales qui ont un mandat d'application, comme la Cour interaméricaine et la Cour africaine des droits de l'homme, parce que ces mandats, l'article 29 de la Convention interaméricaine des droits de l'homme et les articles 3 et 7 de la Charte arabe des droits de l'homme, ces mandats-là incluent expressément le droit international universel des droits de l'homme comme étant le droit commun auquel se référer. Par extension, dès lors, la même chose devrait valoir de manière montante pour les organes universels des droits de l'homme, qu'il s'agisse des organes des traités onusiens, comme le Comité des droits de l'homme, ou du Conseil des droits de l'homme. Et pourtant,
Sans surprise, puisqu'ils ne pratiquent pas le droit comparé de manière très rigoureuse, eh bien, sans surprise, ces organes n'évoquent jamais le droit commun interrégional des droits de l'homme, ou que très rarement, et même pas nommément, ou alors seulement de manière très sélective, et tout le monde mentionne toujours, pour se rattraper, ce fameux extrait de l'arrêt Diallo de la Cour internationale de justice de 2010, dans lequel, effectivement, on sent soudre l'idée qu'il y aurait un droit commun interrégional des droits de l'homme, mais il n'est pas mentionné comme tel. Tout au plus, trouvez-vous au paragraphe 68 une référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Le résultat de cette négligence du droit commun interrégional et de son autorité par les organes universels des droits de l'homme, c'est une divergence, malheureusement, somme toute assez fréquente, malgré ce que disent les spécialistes des droits de l'homme, entre les interprétations universelles et interrégionales des mêmes droits. En fait, ce n'est pas tant la divergence, je vous l'ai dit tout à l'heure, la divergence, c'est la preuve d'un désaccord raisonnable et donc d'une volonté de débattre et de contester et par là de contribuer à l'universalité. Donc ce n'est pas tant la divergence qui pose problème que le fait que cette divergence n'est pas justifiée. Et donc il n'y a pas de participation au projet commun universel des droits de l'homme par les organes pourtant universels des droits de l'homme. Comme le dit très bien la Cour internationale de justice dans Diallo, ce serait pourtant bien une question de cohérence des droits de l'homme. Et ma collègue Eva Brems, il y a de ça quelques années déjà, avait développé tout un argument d'intégrité du droit international universel des droits de l'homme. Je n'aime pas tellement ce terme parce qu'il rappelle trop l'intégration systémique de l'article 31.3c de la Convention de Vienne sur le droit des traités, mais en fait, nous partageons en tout cas le même projet. Il est important, à mon avis, au vu de cette négligence du droit commun interrégional par les organes universels des droits de l'homme, et surtout de leur refus par la non-différenciation, en tout cas par le fait que la différenciation n'est pas explicite, de justifier la différenciation, eh bien, il est important, au vu de cela, de veiller à l'avenir à clarifier l'autorité du droit commun interrégional des droits de l'homme pour eux aussi, et à encadrer leur invocation dans leur interprétation des traités. Alors comment le faire ? Alors l'autorité, tout d'abord, de ce droit commun interrégional montante pour les organes universels des droits de l'homme, de nouveau, c'est celle du droit coutumier, comme je l'ai rappelé à l'instant. Et c'est une autorité du droit coutumier montante avant d'être descendante. Elle s'exerce du bas vers le haut dans la mesure où le droit coutumier universel des droits de l'homme se développe sur la base des pratiques nationales puis régionales des droits de l'homme. Et j'en veux pour confirmation qu'aucune des institutions universelles d'interprétation de ces droits n'est encore autorisée à rendre ces interprétations de ces droits obligatoires pour les cours et institutions nationales et régionales de droits de l'homme. L'autorité des interprétations universelles de ces organes universels des droits de l'homme ne peut provenir que de l'autorité coutumière éventuelle du contenu de leurs interprétations et donc de leur ancrage dans le droit commun interrégional des droits de l'homme. Il ne s'agit pas, bien sûr, vous l'aurez compris, pour moi de plaider pour une hiérarchie normative stricte en faveur du droit interrégional commun des droits de l'homme. Au contraire, comme j'en ai fait l'argument en 2017, la relation est celle d'un renforcement circulaire, constant, vers le haut, puis une fois ce droit commun universel consolidé, comme une boule de neige est consolidée en roulant dans la neige, du retour de cette autorité coutumière vers le bas. D'où peut-être d'ailleurs l'ajout par ma collègue Eva Brems, dans son article de 2018, de l'adjectif « smart » avant « integration », pour bien distinguer sa proposition d'une proposition de hiérarchie stricte du droit commun interrégional. Quant à l'encadrement, justement, de l'invocation de ce droit commun interrégional et de son autorité, il devrait se faire, à mon avis, à nouveau, autour de deux principes qui sont tout à fait applicables et transposables sur le plan universel. Le principe matériel de subsidiarité en faveur du droit commun interrégional
et un principe procédural de litispendance et autorité de chose jugée. Premièrement donc, le principe de primarité, en faveur non pas du droit interrégional, des droits de l'homme cette fois-ci, mais du droit commun interrégional et de subsidiarité matérielle d'une interprétation universelle nouvelle. Lorsqu'une institution universelle des droits de l'homme interprète ces droits, elle devrait prendre en compte, en effet, la clause de sauvegarde ou de faveur et ne pas proposer d'interprétation de ces droits qui soit moins favorable que celle du droit commun interrégional des droits de l'homme. Après tout, une interprétation des droits de l'homme fonde toujours une obligation minimale et jamais maximale. Il est donc loisible à une autre institution, y compris universelle, de mieux protéger un droit par une obligation plus forte. Ce qu'elle ne peut pas faire en revanche, c'est proposer une interprétation d'une obligation moins forte. À nouveau, me direz-vous, ce critère est indéterminé. Ben oui, on est en plein raisonnement judiciaire, et donc oui, c'est difficile, et oui, c'est indéterminé, surtout en cas de conflit de droit. Mais ce que ce critère, ce principe de la subsidiarité et notamment de la clause de sauvegarde exige, c'est un effort de justification de la part de l'institution universelle. Et on y est à nouveau. Dans cet effort de justification, de contestation de l'universel qui fait que oui, nous tous, nous participons au même projet commun des droits de l'homme, eh bien c'est cette obligation de justification qui fait défaut. Et c'est cette obligation de justification ou son respect de la part des institutions universelles, malgré leur droit au désaccord raisonnable, qui signalerait la reconnaissance par ces institutions aussi du projet non seulement universel, mais commun, partagé des droits de l'homme, et donc de leur participation à la contestabilité essentielle de son universalité qu'organise le droit international des droits de l'homme. Alors différents arguments ont été avancés, souvent par d'anciens membres des organes onusiens, donc qui sont juges et parties, attention, contre la subsidiarité des interprétations universelles des droits de l'homme face à la primarité du droit commun interrégional que je vous propose ici. Premier contre-argument, et nous revenons tout au début de la leçon à la case départ. Premier contre-argument, l'universalité morale, vraisemblablement, des droits de l'homme. Alors, comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises depuis le début de mon cours, cette année, l'opposition stricte et binaire entre universalité et régionalité, la régionalité qui serait un anti-universalité, est erronée. Une meilleure prise en compte des pratiques régionales du droit international coutumier permet en effet de construire un droit universel, parce que transcivilisationnel, par le bas et latéralement plutôt que par le haut et en surplomb, et dès lors de contribuer à la justification de son autorité universelle. Et dans tous les cas, comme je l'ai expliqué au début de cette leçon, la recherche de justification universelle des droits légaux de l'homme ne revient pas à découvrir une vérité morale, commune, universelle, qui préexisterait quelque part et que seuls les organes onusiens, parce qu'ils sont universels, pourraient voir. Et c'est d'autant plus le cas en matière de droits de l'homme, dont le contenu des obligations concrètes n'est pas défini par le droit international universel, qui se contente, je vous l'ai dit, de garantir des droits abstraits. Deuxième contre-argument, l'absence de consensus interrégional suffisant. C'est bien joli cet argument, mais en pratique, il n'y a pas de consensus. Alors, comme je l'ai expliqué ce matin, cet argument se heurte à des pages et des pages d'évidence, des pratiques communes entre régions, qui identifient régulièrement, et je vous l'ai montré à l'écran, du droit commun interrégional, malgré d'évitantes différences, bien entendu. Surtout, cet argument d'absence de consensus prétendu dédouane les organes onusiens, qui s'autorisent par là à préjuger de cette absence, sans vérification aucune par le biais du droit comparé, et sans essayer de justifier les différences entre leurs interprétations qui sont presque sorties de la cuisse de Jupiter et celles des cours et institutions régionales. Troisième contre-argument, l'exclusion des États ou organisations régionales non démocratiques par le principe de subsidiarité qui limite, je vous le rappelle, la justification de la primarité du droit commun interrégional aux organisations régionales organisées démocratiquement. Cet argument, il me surprend toujours parce qu'il est incohérent. Ces défenseurs prétendent en apparence ne vouloir exclure aucun peuple, y compris ceux dont les institutions seraient autoritaires,
Mais pour cela, ils confondent précisément le droit à l'autodétermination de leurs droits par ces peuples et celui de leurs institutions autoritaires. Surtout, ils ne font que peu de cas ensuite du droit et de la pratique nationale des droits de ces institutions nationales et régionales qu'ils étaient pourtant si soucieux de ne pas exclure. Quatrième contre-argument, le risque de nivellement vers le bas. Alors, comme je l'ai indiqué, la consolidation des normes coutumières intra- puis interrégionales par les trois cours dément ce risque. C'est le cas, et je vous l'ai montré, de cette superbe jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme et de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'égalité de statut fondamental de la personne humaine au sein du noyau intangible de chaque droit de l'homme, ou plus généralement du jus cogens, régional, puis potentiellement universel en matière de droits de l'homme. Deuxième limite aux contradictions potentielles entre interprétation régionale et universelle des droits de l'homme, le principe procédural de litispendance et autorité de choses jugées. Ça n'est pas moi qui vous le propose, c'est un principe qui existe déjà dans la plupart des traités onusiens de droits de l'homme et leurs protocoles respectifs. C'est un principe qui permet d'éviter le réexamen et donc une éventuelle contradiction dans l'interprétation des mêmes droits dans des affaires similaires. Et certains États sont tellement attachés à ces principes qu'ils le couchent encore plus fort dans des réserves aux traités régionaux investissant les cours régionales. Et pourtant, les organes onusiens, dont le Comité des droits de l'homme, sont très peu regardants de ces barrières procédurales à leur compétence d'interpréter. D'une part, ils interprètent très strictement les conditions d'application de ces principes, de manière à rendre admissibles autant de plaintes que possible. D'autre part, ils considèrent que le respect de la marge d'appréciation des autorités nationales par une cour régionale, dont notamment la Cour européenne des droits de l'homme, rendrait l'interprétation régionale caduque, car ne protégeant pas suffisamment les droits en question et appelant dès lors une nouvelle interprétation. En somme, ils essayent de se réapproprier la faveur du principe de subsidiarité procédurale du contrôle régional sur le contrôle national, alors qu'une fois que ce contrôle subsidiaire a été exercé, ce qui est le cas en l'occurrence, puisque la Cour régionale, par exemple européenne, a exercé son contrôle, eh bien, ce contrôle ne pourrait pas l'être à nouveau. Et ceci m'amène au dernier point, le défi du déni du droit interrégional comparé et commun, les rapports entre le Comité des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme. Ce ne sera pas très long, vous allez voir que c'est assez mouvementé. Dans cette dernière section, j'aimerais m'appesantir en effet sur un exemple des difficultés que pose le déni de l'importance du droit interrégional comparé et commun des droits de l'homme que j'ai défendu par les organes universels de protection des droits de l'homme et notamment par le Comité des droits de l'homme. Et ce déni concerne notamment l'influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur ces interprétations. Alors pour mémoire, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, c'est le comité qui s'occupe de l'interprétation du Pacte international des droits civils et politiques. C'est un organe très respecté parmi tous les comités onusiens de droits de l'homme. Il m'intéresse ici parce que le Comité des droits de l'homme fait peu de cas de l'importance du droit interrégional comparé et commun des droits de l'homme pour l'universalité régionalisée de ces droits. Et ce, alors que le comité, du fait de la formation des experts qui le composent, sans doute, la plupart sont formés dans des universités européennes ou américaines, ou du moins du fait des arguments des parties aux procédures devant lui, les parties ne se privent jamais d'un argument de droit interrégional comparé, a régulièrement recours aux interprétations de la Convention européenne des droits de l'homme par la Cour européenne des droits de l'homme dans ses interprétations des droits du pacte. Et pourtant, le Comité des droits de l'homme ne cite pas les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, ou très rarement. C'est le cas, par exemple, dans toute la jurisprudence, toutes ces interprétations relatives aux droits liés à la migration, expulsion, regroupement familial, rétention, détention, où les interprétations de la Cour européenne des droits de l'homme et du Comité des droits de l'homme se correspondent de près, et c'en est très troublant pour ceux qui connaissent la jurisprudence européenne. Sans parler, bien entendu, de l'absence de situation des jurisprudences des autres cours et institutions régionales des droits de l'homme, qui, elles aussi, ont de la jurisprudence relative à la question des droits dans la migration.
En fait, la difficulté est même plus grande dans d'autres domaines où les jurisprudences du Comité des droits de l'homme et de la Cour européenne des droits de l'homme sont fondamentalement opposées, parce qu'il y en a. C'est le cas désormais sur les droits reproductifs des femmes, dont le droit à l'avortement, ou dans la jurisprudence sur la liberté religieuse, dont les questions de laïcité et de neutralité des services publics. Même dans ces cas-là, en effet, alors que le Comité des droits de l'homme se distancie de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il ne cherche pas à distinguer ses interprétations, ni de celles de la Cour européenne des droits de l'homme, ni à justifier la différence de ces interprétations. Il pourrait pourtant le faire en faisant référence à la jurisprudence d'autres cours régionales, mais il ne le fait pas non plus. Alors la motivation de ce déni de la concertation interrégionale par le Comité des droits de l'homme, elle est double. Éviter de privilégier une jurisprudence régionale parmi d'autres, et donc esquiver l'accusation d'eurocentrisme, d'une part, et asseoir une autorité indépendante, d'autre part. La première motivation, à mon avis, n'est pas recevable. Cacher les sources européennes d'un raisonnement ne fait pas disparaître cette inspiration et renforce au contraire d'autant le soupçon d'eurocentrisme. Comme indiqué précédemment, une comparaison interrégionale plus rigoureuse et surtout plus égalitaire des autres régions devrait être organisée. Ainsi, la jurisprudence européenne devrait être comparée et distinguée de celle des autres régions, le cas échéant, surtout si le Comité des droits de l'homme cherche à se distancer de la position européenne. Quant à la deuxième motivation, eh bien, je renvoie une nouvelle fois à l'argument que j'ai avancé ce matin. L'universalité du contenu des droits de l'homme est le fruit de leur contextualisation politique, nationale, mais aussi régionale. La justification universelle de l'autorité du Comité des droits de l'homme et de ses interprétations de ces droits universels dépend donc de leur régionalisation. Paradoxalement, dès lors, plus le Comité des droits de l'homme s'affirme seul interprète des droits universels, plus il affaiblit l'universalité de son autorité dont on ne saisit plus bien le fondement. Si le Comité des droits de l'homme souhaitait renforcer sa légitimité, il devrait, à mon avis, au contraire, soigner le droit international, intra-régional, puis interrégional comparé des droits de l'homme, de manière à consolider, comme une perle dans une huître, l'autorité coutumière et donc commune de ces interprétations de ces droits. Alors cet après-midi, le séminaire du professeur François-Xavier Millet de l'Université des Antilles complétera, j'espère, mais je pense, complétera l'argument de ce matin en nous amenant à nous pencher sur le rôle des cours régionales d'intégration économique qui n'étaient pas faites pour interpréter le droit universel des droits de l'homme, mais qui petit à petit ont commencé à le faire. Et donc il vous éclairera, et il m'éclairera aussi, je l'espère, sur ce point. La semaine prochaine, nous passerons au deuxième volet du cours. Donc nous allons passer au droit international des régions stricto sensu, à des questions beaucoup plus institutionnelles, et notamment à ce qui, à mon avis, sera vraiment le pivot de l'argument du cours, puisque je critiquerai la structure binaire du droit international des institutions, entre État d'une part et organisation universelle de l'autre, et je plaiderai pour l'institution au droit international des institutions d'une troisième institution, qui serait la Confédération régionale, afin de protéger les peuples du monde contre quelque chose qui n'a jamais disparu et qui a continué à grandir à l'ombre de la Charte des Nations Unies. Cette chose, vous savez ce que c'est l'Empire. Et je vous remercie de votre attention, toujours très bienveillante et silencieuse. Et je vous souhaite un bon appétit, l'heure approche, et vous dis à cet après-midi pour le séminaire ou alors à la semaine prochaine. Merci.